C'est DJ K West pour This Is My Story. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de This Is My Story. Aujourd'hui, nous recevons DJ K West. K West, comment vas-tu? Écoute, ça va super bien et toi? Très content de te voir, ça va. Il fait pas trop beau aujourd'hui, mais bon, je te vois en tenue limite de plage. Là, ce matin, tu as été prendre un petit bain ou pas? Eh bien, alors pas ce matin, mais hier, j'ai eu le temps. Et en fait, en vrai, quand on habite à Paris, peu importe, même s'il pleut, on est toujours de bonne humeur. Tout va bien, le soleil est quand même là. Franchement, on reste positif parce que là-bas, il fait très froid. Alors là, tu es venu pour la promo de l'album, Exact. mais pas que, puisqu'on peut dire aussi tu es en campagne de com avec Air Caraïbes. Oui, effectivement, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir Air Caraïbes sur ce voyage euh, promotionnel de mon album. Et c'est super encourageant. Et l'idée, c'est que tous les jours, je crois, tu fais une vlog, ils te suivent dans tes aventures pour poster sur les réseaux et faire partager la communauté. Alors, on a fait un premier vlog sur l'expérience Air Caraïbes. Ok. Et ensuite, nous, c'est vrai, avec mon équipe, on a décidé de faire des vlogs à la journée pour pouvoir montrer à toutes les personnes qui me suivent ce que je fais justement durant cette période de promo aux Antilles, quoi. Mhm. C'est ça un peu l'idée. Et c'est quoi le plan de vol? Guadeloupe, Alors, c'est Martinique? Guadeloupe, Martinique. Et puis après, on rentre à Paris. Ok, nickel. Alors, l'idée de This Is My Story, c'est d'en apprendre un peu plus sur toi. Ouais, Forcément, de parler aussi de l'album qui est sorti. ok. Des quelques passages où je t'ai vu à l'occasion pour la Holiday Inn, si je me trompe pas. Je sais Exactement. plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. C'était c'était il y a 3 ans maintenant. Déjà 3 ans. Ouais, déjà 3 ans. Ah ouais. Exactement. Et à l'époque, moi, je te connais pas encore vraiment, Ok. mais il y a quelque chose qui me marque et on y reviendra par la suite. Mhm. C'est que tu amènes, bon, comme certains DJ, un show, Mhm. mais avec des danseuses, une musique qui fait vraiment le tour du monde. Tu Exact. mixes tout. Euh, on y reviendra hein, parce que c'est ton ADN, hein, c'est ça, c'est de proposer une vraie expérience. C'est exactement ça. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter? Alors, bah moi, c'est DJ K West. Voilà, je suis dans la musique depuis ma naissance, hein. Depuis ma naissance, j'ai évolué sous différents pôles. J'étais percussionniste, j'ai été dans l'association de mes parents qui ont un groupe de musique traditionnelle basé à Paris. Et c'est qu'après que je suis devenu DJ. Et après, je suis devenu beatmaker, compositeur. Donc voilà, j'ai suivi mon petit chemin. Et aujourd'hui, c'est vrai que je fais beaucoup de choses. Donc, j'aime pas trop au final me mettre dans une Dans une case. ouais. Tu vois, je préfère vraiment dire que je suis un artiste parce que en vrai, c'est ce qui peut englober un petit peu tout ce que je fais. Et comment sont donc tes parents ont cette association Oui, qui est quand même qui est connue. Donc toi, tu grandis tes premiers pas dedans en fait. exactement. Et c'est ça qui va te faire t'intéresser véritablement à la musique, j'imagine, très très tôt. C'est exactement ça. En fait, je suis bercé dedans. Très très jeune, mon papa m'a appris les 7 rythmes de gros K. Il était vraiment très très à cheval là-dessus. Je pense qu'il avait une mission pour lui, c'était vraiment de me transmettre Ouais. tout ce que je ne peux pas avoir naturellement lorsque on grandit au pays, quoi, tu vois. Donc, et ça a servi parce que du coup, le fait est d'être bercé dedans, au final, petit à petit, je me suis vraiment intéressé Mhm. à tout ce qui se passe, en tout cas musicalement, dans mon pays, chez moi, en fait. Et j'ai été après moi me chercher l'expérience qu'il fallait. J'ai été regarder. Après, il y avait aussi sur les réseaux sociaux. Et je pense que je me suis beaucoup documenté sur mon histoire grâce au fait que mon papa ait vraiment voulu m'inculquer ça dès le départ. Tu vois, donc c'est ça. Euh, et c'est vrai, même si tu as grandi là-bas et tu es né là-bas, tu as toujours eu cette connexion avec ton île. Exact. J'imagine beaucoup d'allers-retours plus jeune. Ah oui, bien sûr. Ma maman faisait en sorte que je puisse, jusqu'à l'âge des 17 ans, parce que je crois qu'à 17 ans, j'ai dit non, je veux plus. 2 fois par an, j'allais en Guadeloupe. Donc ma période de carnaval et juillet-août. Et c'est mon arrière-grand-mère qui m'élevait pendant moi et mes sœurs. Mhm. Enfin, ma grande sœur, parce que la petite n'est pas encore née. Ok. Et qui m'élevait sur ces périodes de vacances à chaque fois.
Donc, j'avais mes cousins ici et tout. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas pareil que quand tu y vis, mais Oui, mais t'as une forte voilà, mais connexion, tu voilà, j'ai vois. une Donc, connexion avec mon pays parce que je connais vraiment pas mal de choses et j'ai eu la chance de découvrir au fil du temps, mhm, dès le plus jeune âge en fait, ouais. les, les- les trucs du pays quoi. Et qu'est-ce qui te marque plus jeune chaque fois que tu viens, quand tu es dans ce melting pot avec la famille, quand tu es connecté chez toi? Je pense que c'est la ville, c'est la ville où ma maman habite, hein. C'est Sainte-Anne, tu vois. Donc j'étais là-bas. Donc quand je revois tout ce qui se faisait à Sainte-Anne, que ça soit bon, j'étais jeune, donc je vais me rappeler des manèges quand il y avait des manèges Mhm, ou quand on allait sur la plage et il y avait des podiums, il y avait des petites choses et tout. Ou bien il y avait aussi un festival de gros cas. Je crois à Sainte-Anne, je crois qu'il y avait un festival de gros cas, on y allait tous les ans ou bien au bourg, il y avait des scènes, comme on allait l'été souvent. Et c'est vraiment, voilà, c'est toute cette, on va dire, toute cette richesse que j'ai gardée, en fait, tu vois. Donc, voilà. Je sais que tu es très amoureux aussi du carnaval. Ouais, ça, c'est ma base, hein. Je crois qu'on te voit, tu as l'habitude de défiler dans la Kyo, il me semble. Oui, alors mon papa est dans Akio, Ok, donc naturellement, normal. voilà, naturellement, je suis mon papa. Mais j'ai beaucoup d'amis qui sont dans des groupes comme Mascaclé, comme Cléla. Et du coup, bah, souvent, je vais à leur rencontre. Je défile avec eux. Donc, l'année dernière, j'étais avec Mascaclé. Et donc, c'est ça, en fait, le truc. C'est de pouvoir maintenir ce qui, pour moi, fait du sens au final. Mhm. Tu vois. Et donc tu grandis, tu viens de temps en temps, comme tu me dis, avec la famille. À quel moment tu découvres la partie vraiment DJing et à quel moment ça devient vraiment du sérieux? Alors, tu sais, dans l'association de mes parents, une association en général, il y a toujours des fêtes de fin d'année. Et ce jour-là, mes parents décident d'organiser une fête de fin d'année. Ils invitent un DJ. Moi, je suis jeune, j'ai peut-être 12 13 ans à peu près. Et ce jour-là, il y a un DJ qui vient ambiancer les membres de l'association et tout, etc. Et on fait la fête, on danse et tout. Mais moi, durant ce jour-là, cette soirée-là, je suis resté scotché à côté du DJ. Et je me suis dit, waouh, c'est incroyable ce qu'il fait. En fait, il y avait quelque chose ce jour-là. Et à la fin de la soirée, quand on range, enfin, ma famille range la salle et tout, etc. Et puis, j'appelle ma maman et je dis, maman, si je veux faire ça, je veux faire comme ce monsieur. Et elle m'a dit, ah bon? J'ai dit, oui, maman, s'il te plaît, c'est ça que je veux faire. Et une semaine après, ma mère m'avait acheté mes platines. Et le DJ en question qui était là, il était venu me donner un premier cours. Et il m'avait dit, voilà, tu as 6 mois pour apprendre telle chose. Et au bout de 2 semaines, j'avais déjà fait Ok. tout ce qu'il m'avait demandé de faire, tu vois. Et c'est comme ça que c'est parti, en fait. Donc très intéressé, j'imagine chez toi, tu répétais, tu t'entraînais. Tous les soirs, ma grande sœur, elle en pouvait plus avec moi. Parce que du coup, ben, ça fait du bruit, tu vois, avec la musique et tout. Et elle tapait sur le mur parce que nos chambres étaient à côté pour me dire d'arrêter, mais bon, j'arrêtais pas, quoi. Et aujourd'hui, ben, j'ai poursuivi. Mais c'est comme ça que ça a commencé. Et donc voilà, tu démarres, tu t'entraînes, tu as tes premières platines. Exact. Euh, Tu fais des prestats au début comme ça pour des anniversaires ou autre ou C'est ça, en fait. Au départ, je fais des prestats pour les anniversaires. Dès qu'il y a un anniversaire dans l'association, du coup, plus besoin d'appeler un DJ prestataire. Mhm. C'est moi qui le fais. Il y avait les chantés Noël, c'était moi. Et en fait, la toute première base de mon public, c'est les personnes de l'association, au final. Ok. C'est eux qui me donnent, en fait, cette énergie Mhm. et qui font. Et parce qu'il faut savoir que les chantés Noël de l'association de mes parents, ça réunissait quand même 500 600 personnes. Ah ouais. Et c'est là où les gens ont commencé à me découvrir, mais toujours finalement dans le milieu culturel. C'est pour ça que je pense que la musique traditionnelle de chez moi a vraiment un rapport très 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 fort avec la musique que je fais aujourd'hui. Parce que même à travers le DJing, c'est comme ça que les gens m'ont découvert. C'est comme ça que après c'est du bouche à oreille. Tu vois, j'ai été invité dans d'autres anniversaires, dans d'autres associations. Après, je faisais les baptêmes, je faisais les mariages. Après, on m'a donné ma chance dans une soirée. Et puis voilà, de fil en aiguille, c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Et est-ce qu'il y a un moment où toi, tu as senti que ça devenait sérieux ou ça s'est fait?
naturellement? Est-ce qu'il y a eu un fait où là, parce que je sais qu'il y a eu une histoire de concours que tu avais gagné aussi, Ouais. tu l'expliquais, mais en gros, c'était un concours qui n'avait pas tant d'exposition que ça, dans Non, la pas tellement. sphère même Ouais, des DJ. exact. Mais est-ce qu'il y a eu un élément où là, tu as senti que, ok, Euh, je pense que ça a été un travail vraiment de petit à petit. Tu vois, ça, je pense pas qu'il y a eu, en tout cas du côté DJing réellement pur, il n'y a pas eu spécialement de gros déclenchements. C'était des petites batailles que je gagnais à chaque fois qui faisaient qu'on entendait mon nom un petit peu plus. Dont par exemple le concours, ou par exemple, voilà, lorsque j'ai l'opportunité de travailler avec un organisateur de soirée qui fait des soirées super réputées. Tu vois, donc il me place pour tester, pour essayer. Et après, voilà, j'ai gagné de la marge de fil en aiguille. et ensuite, ce qui t'a fait connaître un beaucoup plus large public, ce sont les remixes. Est-ce que tu Exact. peux nous en parler? Eh bien, en fait, ben justement, je disais juste avant que euh, voilà, je mixais en soirée, je commençais à mixer en soirée. Et arrivé un moment, je me suis dit, il y a beaucoup de talent chez nous, dans le DJing, il y a beaucoup de DJ. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce qu'il y a des grosses soirées qui réunissent des 2000, 3000 personnes. Mais comment ils vont faire pour m'appeler moi et pas appeler les autres? Tu Mhm. vois? Ou vice-versa, comment je fais pour y accéder? Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait moi-même que je rajoute ma touche. Il fallait vraiment que quand je mixe, on puisse se dire, ah là, on sent que c'est DJ K West. Et lorsqu'il y a eu la période du Covid, j'ai vraiment travaillé sur ça et j'ai fait moi-même mes propres versions sur des morceaux qui existaient déjà pour ajouter la touche caribéenne à chaque fois. Et je pense que ça a été l'élément déclencheur. Ça a été ça. Ok, donc Covid, tu profites de ça. Mhm. C'était quoi ton premier gros remix? Mon premier gros remix, c'est When Haiti Meets Angola. C'est un. Combien de millions de vues? Je pense, si on prend tous les réseaux confondus, on est peut-être à 7-8 millions. Ça a vraiment pris une proportion. Alors que moi, j'étais juste en train de tester quelque chose. Je Mhm. testais, il y avait un morceau afrobeat, qui marchait super bien de base. Et je me suis dit, mais pourquoi pas rajouter une sorte de mélodie pour nous faire danser en plus dessus. Donc j'ai retiré la voix et j'ai joué du piano dessus. Et je me suis dit, j'ai dit à ma petite soeur de me filmer, elle m'a filmé. Et quand j'ai posté la vidéo, Boum. boum, des vues, des partages, énormément d'engouement autour de la vidéo. Et ça a été le remix qui a tout déclenché en vrai. C'est ça. Et donc la suite des collaborations avec Inos B, Ouais, ensuite. notamment de qui tu disais que tu es devenu hyper proche. Ouais, exactement, exactement. Inosby, je le contacte. Alors même pas, c'est que moi je préparais mon album et j'ai un ami à moi qui travaille, enfin sa grande soeur travaille avec Inosby et elle aime bien ce que je fais. Et elle dit, bon ben voilà, Inosby arrive à Paris, il a besoin de travailler avec des gens qui sont basés à Paris. Qu'est-ce que tu penses de peut-être proposer à DJ K West de faire une collaboration? Et moi, je cherchais justement une tête sur le continent africain. Tu vois, je cherchais cet artiste-là qui allait emmener ce côté un peu hybride de l'album. Et là, je reçois cet appel, donc j'ai dit oui tout de suite. Et ensuite, bah, il arrive au studio et les connexions, elles sont super fluides. Et après, j'étais à Kinshasa pour faire le clip et tout. Et il s'avère que humainement, c'est une personne super, super cool. Mhm. Ça veut dire que bah, ça a matché direct et j'étais chez lui. Il a des voitures, il m'a montré toutes ses voitures. On est parti faire le tour de Kinshasa. Franchement, c'était incroyable l'expérience. Et quand on prend Inos B, je pense aussi à Jouer doit te filer par la suite, Exact. Michael aussi. Mhm. Déjà pour moi, les deux, hein, quand on pense au compas, Mhm. Michael et Jouer, pour moi, sont des légendes. Exactement. Ça te fait quoi de te retrouver aux côtés d'artistes aussi talentueux? Ben, en fait, Parce que Michael, quand on pense à Michael, on pense forcément
euh, Karimi, Karimi, c'est ça, c'est de la musique qui forcément a bercé notre enfance. On a exactement. tous eu, même si c'est pas nos parents, un oncle, une tante, ou quand tu es en voiture avec lui, un CD Exactement, de c'est ça. Karimi qui tourne. Ouais, Et moi, je fais le parallèle en me disant que Joe Filé, c'est une légende aussi de notre génération. exact, c'est ça. C'est-à-dire que nos enfants, peut-être se diront, même ça, c'est la musique des darons, parce que pour moi, c'est un mec, il est Bien sûr, au top. bien sûr, bien sûr. Je te rejoins sur tout ce que tu as dit. Aujourd'hui, sur l'album, j'ai Joe Filet, j'ai Michael Guérand. Je pense que c'est difficile de faire mieux. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'ancienne génération et la nouvelle génération. Et alors pour Michael Guérand, pour moi, c'est un honneur de pouvoir. Ça a été un honneur de pouvoir faire un titre avec lui. Parce que, voilà, comme tu l'as dit, je reprends tes propos. Il a marqué une époque avec le groupe Karimi. Il est toujours là avec le groupe Vibe aussi. Mais jamais j'aurais pu imaginer pouvoir faire une collaboration avec un tel artiste. Et grâce aux réseaux sociaux et au travail que j'ai fourni, ben, c'est vrai que ça s'est fait très naturellement. Et jusqu'à aujourd'hui, je remercie du fait qu'il ait aussi cet esprit de faire Mhm. avec les jeunes, parce que c'est pas tout le monde qui a cet esprit-là. Donc franchement, je suis archi content, c'est très fort. Et pour Joey, ben voilà, c'est lorsqu'il a dit, ah oui, parce qu'en fait, Joey, ça s'est fait naturellement, mais ça s'est fait surtout avec les labels. Parce qu'ils se connaissent très très bien, tu sais, dans le milieu, les gens se connaissent. Mhm. Et mon producteur, un jour, il m'appelle, il me dit, ouais, Joey Dotfili, ça t'intéresse? Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Bien sûr que ça m'intéresse. Je dis, oh, bah, vas-y, attends, je l'appelle, je lui propose. Et Joey, il aimait bien ce que je faisais. Donc après, ça a été naturellement et voilà, ça s'est fait comme ça. Et aujourd'hui, je regarde un petit peu autour de la musique et comment lui il fonctionne. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui a la chance de faire un morceau avec Joe Dotfili. En tout cas, en étant antillais. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pour moi un privilège. Et je le sais et j'en suis conscient. Et ça aussi, c'est une fierté pour moi. Après, il y a eu Jayanai aussi, enfin, Oui, il y en a eu d'autres. bien sûr. Quand tu te retrouves en studio avec eux, j'essaie de savoir un peu les backstage, comment ça se passe? Est-ce que c'est la musique qui parle? Mhm. Est-ce que quand bon, on se rencontre, est-ce que tu aimes bien, tu proposes des vibes, tu lances des trucs? Comment ça se passe concrètement? Alors, en général, moi, j'essaye toujours, alors j'appelle ça sciencer, mais j'essaye toujours de sciencer ce que je vais faire avec un artiste avant. Ça veut dire que j'ai un travail en amont à faire, parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire, ok, c'est bien, l'artiste veut faire un son avec moi, parce que bon, sur les réseaux, j'ai pas mal de followers, les gens aiment bien ce que je propose, mais il faut aussi apporter à l'artiste quelque chose de nouveau. Et l'idée, c'est que, étant DJ, j'ai aussi la casquette de DJ. Donc, c'est de se rapprocher le plus possible vers ce que les gens aiment. C'est un peu de la triche parce que je suis sur le terrain. Je Mhm. suis en soirée, je fais des festivals, donc je sais sur quoi les gens dansent. Et moi, je travaille sur ce matching-là entre l'artiste avec qui je vais travailler et cette passerelle de se dire ce qu'on va faire doit en tout cas essayer le plus possible d'être joué en soirée. Donc, je vais travailler en amont chez moi avec des petites maquettes, que ça soit mélodique ou rythmique. Et j'arrive au studio. En général, on est deux, trois. J'ai un collègue avec qui je compose. Et là, on est deux, trois. Et je leur dis, voilà les gars, moi, je vois cette direction. Et en général, ben, c'est rare que je me trompe parce que l'artiste me suit, me fait confiance. Et ça donne un titre qui nous satisfait nous deux. Donc voilà, c'est comme ça que je travaille en fait. C'est une maquette, j'arrive ensuite au studio, là, les énergies se rencontrent, mais j'arrive toujours avec une base, un socle, qui Mhm. fait que lorsque l'artiste il arrive, il se dit, ah, il m'amène un endroit. Donc si Ok. je veux faire un travail avec lui, je le suis aussi, tu vois. Il y a cette confiance en fait. Donc il y a ce travail de recherche Exact, avant toute chose, avant que tu te retrouves avec eux pour pouvoir ensuite laisser place à c'est ça, la créativité, l'énergie et tout. totalement. Ok. Tu as parlé de festival. Oui. Ça a été quoi, toi, ton premier festival? Et qu'est-ce que ça t'a fait de te retrouver devant des scènes avec des milliers de personnes? Même Euh, si tu connaissais déjà les soirées, hein, mais... oui, bien sûr, mais c'est jamais pareil au final. Les soirées, les festivals, c'est jamais pareil. Et mon premier gros festival, c'est en Guadeloupe, c'est à la Holiday Inn. C'est en Guadeloupe, c'est à la Holiday Inn. J'étais super content de faire mon premier festival chez moi. Ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que le monde qu'il y avait.
Est-ce que tu as eu de la pression? Parce qu'on dit que notre public est le plus dur. Ouais. Toi qui arrives avec une nouvelle, pas une nouvelle recette, mais vraiment un truc à toi, Mhm. quand tu montes, est-ce que tu ressens cette pression d'y aller ou pas du tout? Alors, j'avais beaucoup d'appréhension parce que je connais le public de chez moi et je sais qu'il est assez dur quand même. Donc, il fallait que je puisse les satisfaire en restant moi-même. Et je pense que c'était le challenge le plus dur. Parce que c'est vrai que moi, j'aspire à pouvoir faire des choses qui sont différentes. Et c'est rare que lorsque tu as un produit qui est un petit peu différent des autres, tout de suite, au premier abord, comme ça, surtout sur une grosse scène, c'est rare que le public adhère, surtout quand c'est un Mhm. public un petit peu difficile. Donc, j'ai pris des risques, j'en ai pris un petit peu, pas trop, parce qu'en fait, c'est vrai que la All In, je viens avec un show qui est à moi, je viens avec des danseurs, je viens vraiment avec un show. Mais je prends des risques sans trop en prendre. Tu vois. Mhm. Aujourd'hui, par exemple, s'il faudrait refaire un gros festival comme ça en Guadeloupe, je ne l'aborderai pas de la même manière parce qu'au final, les années ont passé et puis le public évolue aussi. Je pense que le public est un petit peu plus ouvert qu'il y a 3 ans à ce que je peux proposer. Mais c'est vrai qu'il y a de l'appréhension, en tout cas. Finalement, ça se passe bien. Au final, ça se passe bien. Ah oui, il y a de l'appréhension, mais les choses se déroulent bien. C'est vrai que ce jour-là, je suis écourté de 20 minutes, mon show, parce qu'il y a du retard un petit peu et tout. Donc ça me chamboule un peu parce qu'on me le Mhm. dit, je Ça, crois. ça, tu l'apprends avant de monter sur scène Non, ou je pendant ton l'apprends set. juste avant de monter sur scène, mais vraiment genre 2 3 minutes avant. Ouais. On Donc me j'imagine dit, ça rajoute la pression parce que ça toi, tu arrives rajoute. déjà dans un mood. Tu Exactement. as préparé un truc sur une C'est ça. baseline précise et on te dit, ouais, mais il faut que Voilà. tu raccourcisses. C'est ça. Comment vous réagissez? C'est vraiment la question que je me suis toujours demandé. C'est difficile. C'est difficile parce que moi, je fais le tour des genres musicaux. Ça veut dire qu'on peut passer de l'afro à du warm-up, à de la soca pour finir sur du bouillon. On peut même aller sur du zouk. Ça veut dire que aujourd'hui, quand tu as un show de 45 minutes et qu'on te dit de retirer 15 à 20 minutes dedans, et là, il faut faire les bons choix. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu vas peut-être retirer soit un style euh, complet, Donc, c'est-à-dire, dans le set même, tu fais que couper tu une coupes, partie soit directe. tu coupes, ou soit finalement, ben, tu réduis, mais lorsque tu réduis, tu perds en fait la, le côté linéaire en fait du mix, tu vois, Mhm. le côté sens d'un style à un autre, tu perds ce truc-là. Parce que lorsqu'on monte une playlist, on la réfléchit. Ça veut dire que le morceau A vient après le morceau B et ainsi de suite. Mais lorsque tu coupes des lettres au final, bah, tu te retrouves avec, tu passes du C au M directement, entre guillemets, Mhm. tu vois. Donc, et c'est ça que j'ai vécu ce jour-là. Ouais. C'était un peu dommage, mais après, on s'adapte aussi, quoi. Est-ce qu'il y a une règle précise quand tu fais un mix? Genre, il faut commencer de telle manière, au bout d'un certain temps, arriver à faire sauter les gens, après redescendre. Est-ce qu'il y a des techniques particulières, des choses à savoir quand on veut réaliser un bon mix? Oui, moi, j'ai ma technique précise à moi. Je pense que le plus important, enfin, les choses les plus importantes sont l'impact du début. Ça veut dire que tu es dans un festival, il y a plusieurs artistes, ou même dans un concert. Il y a enfin, les gens t'attendent à un moment donné et il faut impacter dès le départ. Ensuite, moi, je pars toujours du principe qu'il faut prendre donc le public d'un point A pour les amener à un point Z tout en montant l'atmosphère de l'ambiance. Toujours monter. Jamais faire le contraire parce qu'au final, ça n'a pas de sens dans le show. Et ensuite, oui, il y a un moment où il faut que les gens ils sentent qu'on est au pic du show. Et après, atteindre une vitesse de croisière afin de terminer avec un autre boom. Comme ça, les gens, ils ont le boom du début et le boom de la fin. C'est comme ça que je le travaille, en tout cas, moi. Ok. Une autre question que je me posais, mais qui est pas nécessairement liée à toi, mais que forcément tu maîtrises, c'est que quand tu passes après forcément un festival, c'est une suite de DJ ou Mhm, d'artistes, etc. Est-ce que vous savez à l'avance, hormis connaître le style de celui qui est avant toi par mhm. exemple, est-ce que vous savez à l'avance plus ou moins ce que va jouer celui d'avant pour essayer d'avoir un show qui est calibré, qui est différent, plutôt que pas d'avoir des choses qui se ressemblent trop? Je me suis toujours Alors, posé la question, puisque pourquoi je te dis ça?
forcément public un peu difficile, on a Mhm. tendance à dire ouais, mais on joue les mêmes choses, mais on peut pas forcément toujours savoir ce qu'un mec va jouer sur 1 heure. Exactement. Surtout que, alors, il y a des DJ qui sont très proches, qui peuvent se concerter, mais sur une pléiade de 10 DJ, tout le monde ne va pas demander qui joue quoi. Et puis même, c'est compliqué. C'est vrai que c'est un vrai débat, c'est compliqué. Parce que au final, c'est difficile d'apporter son set en sachant qu'il y a d'autres DJ qui peuvent aussi jouer la même chose. Et c'est là où, pour moi, il est important d'aller dans une autre sphère musicale pour pouvoir apporter quelque chose qui n'a rien à voir avec, qui se fait. Avec ce qui se fait. Mais je pense que c'est difficile. Franchement, je pense que c'est un exercice qui est difficile. Parce que nous sommes dans un festival, admettons. Les gens veulent s'ambiancer, ils sont là pour s'ambiancer, et nous, en tant que DJ, on est aussi là pour les ambiancer. Donc, on va utiliser le meilleur moyen, les meilleurs morceaux pour les ambiancer. Donc, tu sais, franchement, c'est un Ouais. débat super difficile parce que le public, c'est redondant pour eux, mais nous aussi, voilà, on a besoin d'être au top. Donc, qui dit être au top dit jouer les musiques qui font danser au max, quoi. Après, il y a ce côté remix, tu peux faire des remixes, mais faire des Ouais. remixes tout le temps sur tous les morceaux, c'est redondant aussi, tu vois. Mhm. Donc, au final, est-ce qu'il y a vraiment une issue dans ça? Je sais pas. On ne sait pas, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que moi, je décide de prendre un créneau totalement différent, qui est lorsque je me produirai en festival prochainement, ça sera en live, tu vois. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi ce côté évolutif du DJ qu'il faut absolument mettre en place. Et voilà, comme je fais déjà dans mes concerts, en fait. Et je pense que c'est un format qui peut être différent et qui peut justement faire en sorte que, en tout cas moi en tant que DJ, bah, ça ressemble pas à ce que le collègue peut proposer juste avant. Mhm. Tu vois. Pour ceux qui peut-être ne savent pas ce que ça veut dire, qu'est-ce que tu entends par live? Alors, live, il y a plusieurs façons de le faire, mais en tout cas, la manière dont moi je le vois, c'est de pouvoir mixer, donc mixer la playlist que j'ai prévue, mais en étant accompagné de musiciens live. Et du coup, ce qui nous permet d'aller dans divers horizons de manière différente et on a une amplitude de choix qui est beaucoup plus élevée musicalement parlant. En fait, on Ok. n'est pas restreint à une musique de A à Z, quoi, tu vois. Et Voilà. puis avec les musiciens, on peut la retravailler. C'est ça, il y a Il y a des arrangements, il y différentes a beaucoup de approches. choses. Donc Ouais. voilà, tu vois. Ok. Donc ça, c'était il y a 2 3 ans. Exact. Ensuite, tu as fait ce fameux BRC. C'était Mhm. BRC? Ouais, c'était. Alors, le concert du mois de décembre, c'est Le ça? concert, ouais, du mois de décembre. Exact, c'était la Xmas Vibe, c'était à Bercy. C'était incroyable parce que je me retrouve ce jour-là. Donc, quand on signe le contrat, ils nous demandent de faire le show, donc de faire un show comme un artiste, mais ils nous demandent aussi de présenter l'événement, tu vois, de hoster l'événement. Ça veut dire que lorsque que mon équipe m'appelle et me dit bon, on a ce contrat-là, mais par contre, là, tu es aussi présentateur. Je dis oh, mais comment c'est possible? Je sais pas. Et ben, ils ont dit non, ils veulent que c'est toi qui présente les artistes et tout. Donc, dans l'absolu, je me dis, bon, ok, il n'y a pas de problème, mais je visualise pas du tout comment je vais le faire. Mhm. Tu vois, parce que je me dis, je suis pas présentateur réellement. Et au final, le jour J, je me rends compte que avec les conditions, j'avais une oreillette, c'était la première fois et tout. Et au final, c'est super intéressant parce que mon rôle, il n'est pas si différent que quand je suis derrière les platines ce jour-là. Mhm. Tu vois, parce que mon rôle est de chauffer au final, sauf que j'ai peut-être pas de musique, mais je dois le faire avec le micro. Donc, c'est-à-dire, je suis dans des ambiances, je suis dans des jeux avec les gens qui sont là, 19 000 personnes, et ils sont tellement réactifs qu'au final, c'est un jeu d'enfant pour moi. Et on pourrait même dire que je kiffe le faire, et ça se passe super bien. Comment on prépare une scène comme ça? Euh, Tu sais, moi, j'ai du mal à préparer les scènes trop longtemps en avance. Parce que, étant donné que je fais beaucoup de choses, il faut que je me sente dans l'atmosphère proche de l'événement pour que je puisse avoir les idées. J'ai déjà essayé, mais j'arrive pas. Et donc, moi, j'ai eu 2 répètes avec elle, parce que ce jour-là, j'avais mes danseurs. Donc, j'ai eu 2 répètes avec mes danseurs. Et c'était quoi? Allez, une semaine et demie avant, on se focus vraiment dessus. Et, et ça donne ce que ça donne, tu vois.
Donc, voilà. Et quand tu te retrouves devant ces 19 000 personnes, quand tu montes sur la scène, c'est quoi les émotions qui te viennent? Il se Alors, passe quoi dans ta tête? tu sais, quand je rentre à Bercy, il n'y a personne, ils sont en train de faire les balances. Je me dis, wow, mais c'est une dinguerie. Alors, je l'avais déjà fait l'année dernière pour la première partie du concert de Kassav à Bercy, Mhm. tu vois. Donc j'avais déjà eu ce choc émotionnel. Mais là, c'est tout le temps différent en fait. Donc j'arrive et tout, les gradins sont vides, il n'y a personne, il n'y a que le staff technique et tout. Et je me dis, waouh, c'est un truc de fou. Il va y avoir tellement de monde. Et au final, quand je retourne dans l'eau, je me change, les gens sont déjà là, ils sont chauds. Et ben, je crois que c'est tellement évident pour moi que je rentre, mais je me rends pas compte que je rentre devant 19 000 personnes. C'est-à-dire que je rentre comme si j'allais, je sais pas, dans une boulangerie. J'arrive, je rentre et puis je fais ce que j'ai à faire sans, sans réellement avoir énormément de pression, quoi. J'arrivais à gérer en tout cas. Tu fais partie de je sais que j'allais dire, est-ce que tu fais partie de ceux qui, par exemple, ne mangent pas avant? Je sais que chacun a ses petits trucs. Peut-être par Euh, rapport au stress, tu manges ouais. pas. Il y en a qui mangent que des fruits. J'ai entendu plusieurs choses. Est-ce que toi, tu as, des Moi, choses en particulier que tu fais ou que tu ne fais pas avant de monter sur scène? alors, si on parle de l'aspect repas, moi, je mange pas avant. Tu sais, je pourrais pas sauter, je serais trop lourd. Mais je suis très. Je crois beaucoup en Dieu, j'ai la foi. C'est-à-dire qu'il est très important pour moi De faire de une prière une avec prière. seul ou avec toute l'équipe? Ça dépend. Ça veut dire que quand je suis en show seul, je le fais seul. Et quand je suis en show avec mes musiciens, je le fais seul et avec mes musiciens. Donc voilà, Hybride, hybride. parlons-en. Combien de temps tu as mis pour préparer cet album? Et qu'est-ce que tu as voulu transmettre à travers cette œuvre? Alors, hybride, j'ai mis un an hybride, hein. Un an pour préparer l'album. Et à travers cet album, j'ai voulu vraiment démontrer toutes les influences que j'avais, musicalement parlant. Et c'est pour ça que donc l'album s'appelle Hybride, parce que c'est un mélange de vraiment différents univers, surtout afro et caribéens. Et j'ai voulu faire justement retransmettre ce lien que je trouve qu'on a perdu au fil du temps, qu'un groupe comme le groupe Kassav le faisait beaucoup auparavant. Et donc, je l'aborde de manière différente parce que les générations ont évolué, mais c'est ça, c'est ce lien que j'ai envie de recréer et que j'ai mis vraiment dans l'énergie de cet album. Qui on retrouve dessus? Est-ce que tu veux nous donner les noms? Oui, bien sûr. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a Joe Filet, il y a Idosby, Inosby, il y a Michael Guérand, il y a Kim, il y a Nestle, il y a Bram Sito, il y a Lina Mayem, il y a Boleman, il y a la petite Gaëlle, il y a Chili, il y a, franchement, il y a pas mal de noms, il y a vraiment pas mal de noms. et je crois qu'il y a déjà 2 ou 3 clips qui sont sortis, c'est ça? Il y a du projet, il y a 3 clips qui Ok. sont sortis, exactement. Quels ont été les retours jusqu'à présent du public? Alors, je pense qu'au niveau des clips, on a vraiment essayé de s'appliquer sur ce qu'on voulait rendre visuellement de l'album hybride. Donc, je pense que globalement, les gens ont apprécié. Quand je regarde toujours un petit peu les commentaires, tu vois, et j'ai toujours eu ce ressenti de positivité, en tout cas dans les commentaires des gens. Et tu vois, c'est ça aussi qui m'a marqué chez toi. C'est qu'en termes d'image, je trouve que tu as une image qui est très bien travaillée. Mhm. Et j'ai vu des photos et tout. Et quand je regarde les clips, je me dis, mais si moi je suis back in entier, moi c'est un américain. Je pense que, bon, pas je pense, je sais que tu travailles avec un styliste. Exact. Est-ce que c'est venu très tôt aussi? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Je trouve que maintenant, tu vois, et ça me fait beaucoup penser à Killers, à qui je fais un coucou. Ah, big up aussi, Tu big up vois, aussi, le frérot. c'est ces DJ qui mettent en avant aussi leur propre style, leur propre direction artistique. Mhm. Ça, je trouve ça fantastique. Toi, comment c'est venu? À quel moment tu as décidé d'avoir cette image très démarquée? Alors, je pense que c'est au moment où je signe un label. Je suis en maison de disque et là, à ce moment-là, je me dis, bon, là, je vais vraiment avoir la possibilité de créer le personnage que je veux créer. C'est aussi moi, hein, mais aujourd'hui, c'est vrai que je le défends
sous une autre étiquette. Et c'est très important, je pense, d'avoir une identité visuelle différente, tu vois. Et c'est marrant parce que tu dis oui, on n'aurait pas dit un entier. Et lorsqu'on me dit ça, parce que c'est pas la première fois qu'on me dit ça, je trouve ça bien. Parce que euh, je pense que le but, c'est que les gens, peu importe l'origine de la personne, puissent aussi s'identifier à moi, tu Mhm. vois. Et donc, ça permet de pouvoir ben, parler à bien plus de personnes. Et c'est un peu le but recherché. C'est un peu... Après, je suis très, très fier de mes origines. J'ai aucun problème avec ça, tu vois. Je le dis haut et fort. Mais voilà, c'est un peu le but Ouais. recherché qu'on puisse pas deviner automatiquement de quel pays je viens. Alors bon, quand je t'ai dit ça, tu sais, bon, c'est pas une critique, hein, c'est Mhm. que moi qui m'intéresse un peu à la Oui, mode, la haute ok. couture, euh, je vois les sables, je vois les trucs et je me dis, ah, ça c'est pas mal, tu vois, les Mhm, pièces d'accord. que on va pas retrouver malheureusement chez nous. C'était d'où cette D'accord, oui, question, bien tu vois, sûr, au bien même sûr. titre que quand euh, quand j'ai croisé Killer sur un festival, Mhm, je le vois habillé, moi je sais. Je dis, ah, ça c'est du Bottega. mhm. Parce que je me renseigne un petit peu. D'accord, ok. Mais je sais que la plupart des gens, ça va pas leur parler. Tu Oui, vois, c'était d'où cette question. Parce que oui, quand j'ai bien vu sûr. ton style, j'ai dit, Mhm. ok, c'est bon, Kawest, il a un styliste là avec lui Oui, dans la exactement. Je manche. travaille avec un styliste. Et voilà, en fait, à la signature, comme je te l'ai dit, au final, c'est là où on a mis en place réellement une direction artistique et aussi visuelle. On a voulu vraiment travailler sur ben, tous les aspects, les réseaux, la musicalité et aussi ben, le visuel, qui aujourd'hui est très, très important, je pense. Ce qui nous permet aussi, d'une certaine manière, à Mhm. travers le visuel de voyager. Exact, On va se dire, bon, ben, c'est quelqu'un de chez nous, c'est ça. mais avec les styles, un peu italien, tu vois, un Ouais, peu c'est ça. américain, plein de trucs. Donc, Exactement. franchement, big up aussi pour ça. Merci beaucoup, merci. L'album est disponible partout. Partout, sur toutes les plateformes. Spotify, Deezer, Apple Podcast. Exactement, c'est ça. S'il y en a d'autres que j'ai peut-être oublié, j'en sais rien. Oui, après, ben, c'est vraiment toutes les plateformes en général, hein, peu importe la personne qui écoute une plateforme qui n'a pas été citée, l'album sera, il sera en tout cas. Qu'est-ce que tu voudrais Mhm. qu'on retienne de l'album, Euh, de manière générale, pas en termes de titre? je pense le côté joie, le côté vraiment festif, le côté vraiment transmission d'émotions et voilà que voilà qu'on sente réellement que j'ai fait le projet, j'ai fait l'album hybride avec énormément d'investissement et de cœur en fait, parce que je pense que ça a été vraiment ce qui a rythmé euh, le travail qu'on a pu fournir sur ce projet. J'ai vu que tu as une petite fille. Oui. Comment elle te voit? Ça fait quoi déjà d'être papa? Ah, ça, c'est incroyable, hein. Franchement, c'est l'une des plus grosses expériences de ma vie, en vrai, hein. Tu vois, je pense que lorsque tu deviens père, ça te chamboule. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que tu vois différemment et tu te dis, waouh, aujourd'hui, j'incarne la responsabilité, pardon, d'être le papa d'un enfant, de quelqu'un sur cette terre, tu vois. Donc, c'est vraiment magnifique. Et puis, bah, ma fille, je pense, c'est ma première fan, hein. Elle regarde toutes mes vidéos, elle connaît tous mes sons. Et voilà, c'est vraiment. Et je le fais aussi quelque part pour elle. Donc c'est quelque chose qui donne chaud au cœur en vrai, au final. On arrive déjà à la fin. Ouais, ouais, ouais. Il y a une question que je demande à tous les invités. Ok. C'est quelle est ta définition de la réussite? Ah, très belle question. Euh, je pense que la réussite, euh, c'est une très belle question. Alors, c'est très large, mais pour moi, la réussite, c'est lorsque tu es, je pense, en phase avec les objectifs que tu t'es fixés, dans le sens où lorsque tu les as atteints et lorsque surtout tu es épanoui et heureux dans le chemin que tu as pu prendre. Tu vois, je pense que voilà, il y a ces aspects-là qui doivent être reliés pour que ça soit une réussite. C'est ce que je dirais. Aujourd'hui, est-ce que dans ton chemin, Mhm. tu dirais que tu es presque arrivé au bout ou bien tu en es encore un peu au début?
Ça dépend comment tu vois le chemin. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je pense que je suis sur le chemin, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot. Parce que, encore une fois, ben, tu l'as dit, ça dépend de là où est placée l'étoile que tu veux aller chercher. Tu vois. Et pour moi, il n'y a pas de limite. Il en faut, parce que sinon, après, finalement, tu es dans un truc où tu vas toujours essayer d'aller chercher plus loin et jamais être satisfait au final. Mais je pense qu'il y a encore une marge de progression et du travail à fournir, en tout cas. Kawest, je te remercie. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Si vous n'avez pas encore écouté l'album hybride de DJ Kawest, il est disponible sur l'ensemble des plateformes. Pour ceux pour lesquels c'est déjà le cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont vos morceaux préférés. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao.